Le point bas du marché action est-il fait? Le point bas du marché action de l'année 2022 est-il fait? Je précise. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 7 novembre 2022. Alors bienvenue chers amis, très heureux de vous retrouver après une petite semaine de pause, très heureux de vous retrouver pour traiter ce sujet. Car depuis le short squeeze du jeudi 13 octobre dernier, le marché s'est repris, les indices européens surperforment, le marché action chinois semble faire un bottom majeur. Il est vrai que les taux d'intérêt du marché ne montent plus, mais se maintiennent tout en haut. Il est vrai que le dollar américain ne monte plus, mais s'il ne fait pas de renversement baissier. Mais quelle surprise! Quelle surprise depuis un mois. Pourtant les chiffres sont mauvais. Ne nous mentons pas, ne nous mettons pas des œillères. Il faut regarder les choses en face. C'est fini le comportement de l'autruche. Eh bien, même en ne faisant pas l'autruche, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les chiffres sont pas bons, l'inflation, la perspective de récession, même le marché du travail américain qui contraint la Fed à maintenir ses hausses de taux, et malgré ça, les indices boursiers rebondissent. Par contre, Wall Street sous-performe. Alors, on a coutume de dire que lorsqu'un mauvais chiffre ne fait plus baisser le marché, c'est qu'il est intégré dans les cours. Mais qu'est-ce qui est intégré dans les cours? Oui, le bear market de 2022. C'était un bear market de la hausse des taux d'intérêt. C'est de la valorisation boursière, tout simplement. La valeur actuelle d'un actif, c'est la valeur estimée de ses flux futurs, mais c'est toujours déflaté du taux d'intérêt. C'est retraité du taux d'intérêt. La valeur actuelle des flux futurs, ce sont les flux qu'on envisage d'avoir, et toujours au dénominateur le taux d'intérêt. C'est comme ça que ça marche. Ça, ce sont des maths de base, je ne vous apprends rien. Donc, le bear market en place depuis le début de l'année a intégré, oui, la hausse des taux d'intérêt du marché. Car, d'ailleurs, les anticipations de politique monétaire de la Fed, la Fed a monté son taux à 4%. En décembre, on ne sait pas trop, 4,5 ou 4,75. Mais les taux du marché sont déjà à 4. Aux États-Unis, le 10 ans, le 2 ans, le 30 ans. Il y aura toujours un spread d'écart entre le taux anticipé de la Fed et le taux du marché. Jamais le taux du marché ne dépasse les anticipations du taux de la Fed. Il y a un spread de 30-40 points de base. On y est. Donc oui, l'impact, les 25-27% de baisse au plus bas du 13 octobre dernier à Wall Street ont intégré la hausse des taux. Le point bas du marché action est-il fait? Le point bas du marché obligataire est-il fait? Pour certains, les obligations là sont archi décotées, en mode opportunité de long terme. Ça, c'est un sujet que je traiterai la semaine prochaine. Mais le point bas, car attention, j'ai bien posé la question suivante, et j'essaie de répondre dans la vidéo. Le point bas du marché action est-il fait en 2022? En gros, est-ce que nous allons avoir... Est-ce que nous ne basculerons pas d'ici décembre sous les 3500 points? En gros, faut-il acheter les retracements? C'est la question que je pose. Car le point bas de 2023 est-il fait? Mais mes amis, personne ne le sait. Enfin, voilà la réponse exacte. Le point bas de 2022 et de 2023 est fait. Oui, oui. Si et seulement si, il n'y a pas de récession économique. Non, s'il y a une récession économique. En cas de récession économique, en cas de révision en baisse des perspectives de bénéfices, bien sûr que non, que le point bas n'est pas fait. Avant tout, les actions, le prix des actions, c'est de la valorisation boursière, un rapport entre le prix d'une action et les bénéfices estimés. Si les bénéfices estimés doivent être revus en baisse de 30%, le marché action perdra 20% de plus que ses plus bas du 13 octobre dernier. Donc la clé, c'est ça. Alors, dans cette vidéo, on va faire plein de choses. J'accélère, parce que j'ai déjà mangé du temps prévu sur l'introduction. On va regarder plusieurs choses. Déjà, n'oubliez pas, alors cette semaine, bien sûr, les temps forts fondamentaux de la semaine, les mid-terms aux États-Unis, je ne vous apprends rien. Le plan s'affiche sous vos yeux. Écoutez, pour faire simple, pour résumer, j'essaie d'accélérer, parfois on me reproche d'être trop lent. Bon. Vous savez, la sagesse réside dans la patience, dans savoir écouter. Les gens trop pressés ne produisent rien de bon. Alors, oui,
Cette semaine, les midterms aux États-Unis, les élections de mi-mandat. Point numéro 1. Point numéro 2, l'inflation aux États-Unis au mois de novembre. Mais pourquoi l'inflation? Parce que la Fed a dit qu'elle était data dependent. C'est la grande nouveauté depuis la semaine dernière. Alors oui, j'étais en vacances. Mais même en vacances, je ne perds rien de l'actualité boursière. La Fed est data dependent. Désormais, chaque chiffre influencera comme jamais les anticipations de politique monétaire. Je vais tout vous montrer. C'est passionnant. D'ailleurs, pour la réunion monétaire de la Fed de décembre, il y a une équiprobabilité entre passer de 4,5 de 4 à 4,5 et de 4 à 4,75. Donc l'inflation publiée jeudi aux États-Unis, le CPI, ça va répondre en grande partie à la question de ce webinaire. En fait, alors, les élections de midterms arrivent. En fait, chacun voit les choses comme il le veut. Je vous montre ici, alors, cette infographie vient de l'excellent site l'optimisme.com. Chacun voit les choses comme il veut. Le point bas est-il fait? Oui, on a intégré la hausse des taux. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le point bas est-il fait? Ben non, parce que la récession est évidente en 2023. Enfin, pour la doxa, la récession est évidente. Dans ce cas-là, le point bas n'est pas fait. Vous comprenez bien qu'on en est là. Il y a des datas, il y a des faits, il y a encore plus d'incertitudes, et chacun se positionne, chacun voit les choses comme il le veut les voir. Nous en sommes là, et c'est pourquoi j'ai trouvé cette infographie de l'optimisme.com excellemment adaptée à ce que sont maintenant les marchés. Alors, on commence par l'analyse technique pour changer, parce qu'à chaque fois, je propose l'analyse technique à la fin. Là, j'ai décidé de montrer ça tout de suite. Où en sommes-nous? Vous allez voir, il y a quelque chose, moi, qui est frappant. La surperformance des indices européens. Pourquoi? Eh bien, écoutez, moi, ma conviction, c'est que parce qu'on rentre en phase de topisation du dollar US. Je ne sais pas si le dollar US a fait son point haut extrême, mais on entre en phase où on commence à se poser la question, car il est suracheté. Il y a un rattrapage des actions européennes, parce que certains commencent à anticiper un rebond de l'euro-dollar. Ça, j'en parlerai beaucoup plus dans le Fast and Forex du mercredi. Et tout ça est lié, tout ça, et ce sont des chaînons. Et donc, et mieux, la bourse de Chine, pour moi, elle fait son point bas. Je vais vous montrer ça techniquement. La bourse de Shanghai fait son point bas. Donc, on commence par l'analyse technique. Donc, attention, mais je n'ai pas besoin de le rappeler, le temps fort fondamental de la semaine. Le temps fort fondamental de la semaine, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors, beaucoup tricotent autour de ces élections de mi-mandat. Beaucoup tricotent. Beaucoup tricotent. Moi, si vous voulez, le tricot n'a jamais été mon dada. Mais on peut effectivement tricoter en se disant que historiquement, dans les mois qui ont suivi les élections de mi-mandat, c'était des performances positives. Mais ça veut dire quoi? Ok, si dans 6 mois, historiquement, 6 mois après les élections de mi-mandat, le marché était en hausse. Mais ça veut dire quoi? On peut très bien couler les 4 mois qui viennent et faire un rebond dans les 2 derniers mois et finir en hausse. Vous voyez, donc ça ne va pas nous aider pour le court terme. Mais quand même, je vous montre ces datas. Donc je vous les ai rassemblés ici. Ça vient de Bloomberg Silverlight Asset Management. Je cite toujours les sources. J'enlève la petite caméra que vous puissiez voir. Donc voilà, effectivement, historiquement, depuis plusieurs décennies, dans les mois qui ont suivi les élections de mi-mandat, c'était plutôt de la hausse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être en hausse un an après les élections? Ça veut dire ce que tout le monde veut y voir. Et voilà, chacun voit ce qu'il veut voir. Le verre à moitié plein, à moitié vide. Tout simplement. Donc, j'ai vu beaucoup circuler ces statistiques. N'en tirons pas trop de conclusions pour le court terme. J'ai trouvé quelque chose d'hyper intéressant depuis un mois. Moi, je me suis intéressé vous savez, depuis un mois, le marché action a rebondi. C'est le short squeeze. Depuis le 13 octobre dernier, il y a eu un beau rebond. Surtout sur les actions européennes, mais aussi sur les actions américaines. J'ai regardé la hiérarchie sectorielle. Vous savez, ce qu'on appelle les 11 super secteurs aux États-Unis. Les actions du S&P 500 sont classées dans 11 super secteurs. Ensuite, il y a 2 niveaux en dessous. Mais j'ai regardé les 11 super secteurs. Pour moi, ce qu'a fait Wall Street depuis un mois sera ce que fera Wall Street en 2023. Alors, les prévisions 2023, vous allez voir, ça arrive, on vous prépare ça. Avec Thomas. Mais je pense que là, il y a vraiment un schéma.
hyper intéressant à regarder. Alors, je vous ai isolé depuis le short squeeze du 13 octobre dernier, la hiérarchie sectorielle sur les actions américaines. Et je pense que cette hiérarchie sectorielle, les 11 super secteurs du S&P 500, vous avez la performance sur un mois qui est ici. Regardez bien les leaders, l'énergie, les valeurs industrielles, les matériaux, les financières et les valeurs défensives, consumer staples, alimentation, boisson et la santé. Ma conviction, c'est que même si les taux d'intérêt arrêtent de monter, comme ils vont se maintenir tout en haut, quand le marché fera son vrai point bas, ne croyez pas que les anciennes stars de la tech vont surperformer. Non, non, non. Enfin, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, naturellement. Moi, je pense que 2023 verra encore les valeurs défensives surperformer, staples, santé, mais les financières aussi, car les taux d'intérêt, ils sont tout en haut. Ils ne vont pas revenir à zéro comme ça, ils vont se maintenir un certain temps tout en haut. Les financières, j'ai fait l'analyse technique du super secteur des valeurs financières américaines, c'est une beauté, techniquement parlant. Donc, retenez bien les valeurs qui ont performé depuis un mois. En 2023, elles auront quelque chose encore à proposer. Donc vous avez le classement qui est sous les yeux. Alors le point de vue de l'analyse quantitative, effectivement, beaucoup se disent depuis un mois que des statistiques auraient dû faire baisser le marché. Vous savez, quand un mauvais chiffre ne fait plus baisser le marché, ne vous arrachez pas les cheveux. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, ils sont tombés tout seuls. Lorsqu'une mauvaise statistique ne fait plus baisser le marché, c'est qu'elle est intégrée dans les cours. Il ne faut pas se dire le marché se trompe. Non. C'est que c'est intégré dans les cours. Point final. Point final. Donc, la hausse des taux est intégrée dans les cours. Par contre, la récession ne l'est pas. Je suis convaincu que si en 2023, une récession économique réelle a lieu en Occident, on perdra 20% de plus que les plus bas d'octobre. Si la récession est évitée, eh bien, le marché proposera au moins un trading range. Et pour les plus optimistes, un retour en direction des plus hauts. Ça, j'y crois pas par contre. Je vois plutôt un trading range. Donc, il faudra vraiment faire du stock picking de qualité pour s'en sortir. Alors, quand je dis que vous avez ici l'exemple de l'inflation en zone euro, regardez, ça, ce sont les chiffres d'octobre. Et regardez, les actions européennes, elles s'envolent. Les actions européennes surperforment. Je vous remontre les charts. L'Europe surperforme. Regardez le contrat futur Eurostoxx 50 en données hebdomadaires. Déjà, il est resté neutre. Vous voyez le rebond des actions européennes. Alors, c'était précédé d'une belle divergence. Vous savez, le meilleur indicateur technique, c'est le RSI. Ces divergences produisent des effets qu'aucun système de marché n'approche, même de loin. C'est magnifique. Une pattern comme ça pourrait être quelque chose d'haussier. Moi, je ne suis pas en sa faveur, je suis pour le trading range. Vous comparez l'Eurostoxx 50, regardez, en journalier, son fort rebond, malgré les mauvais chiffres. À Wall Street, c'est plus compliqué. Alors oui, depuis le short squeeze du 13 octobre, qui a eu lieu au contact du 50% de retracement, oui, on a rebondi, mais on n'a pas validé de renversement haussier. Il y avait des divergences ici sur le Disparity Index à la MM 30 semaines. D'ailleurs, c'est neutre. Moi, je vous propose une vue neutre entre la moyenne mobile à 30 semaines et la moyenne mobile à 200 semaines. Il faut quitter ce range pour la suite de la tendance. Mais regardez la bourse de Shanghai. Regardez-moi ce graphique de la bourse de Shanghai. Avalement haussier hebdomadaire, terminologie japonaise. Superbe divergence prix-momentum, le momentum étant représenté par l'indicateur technique RSI, ici en données hebdomadaires, sur le SSE Composite. Bon. Wall Street sous-performe.
Probablement parce que certains commencent à anticiper une phase de top de marché du dollar américain. Alors, qu'est-ce qui explique que malgré ces mauvais chiffres, les actions aient rebondi depuis un mois? Qu'est-ce qui explique que peut-être effectivement, le point bas de 2022 serait fait, mais en aucun cas celui de 2023. Le point bas de 2022 serait fait, mais en aucun cas le point de vue de 2023. C'est important de répéter. Puis ça permet de réfléchir aussi à ce qui vient après. Le cash, je vous ai montré ça il y a quelques semaines, et ça a tellement bien marché. Il y a des données, ce que j'appelle moi les données d'infrastructure du marché, d'allocation d'actifs. Chaque mois, je suis la part des liquidités dans le portefeuille des gérants. Début octobre, la part des liquidités dans le portefeuille des gérants atteignait un nouveau record. La gestion d'actifs, son métier, c'est de collecter du cash, mais c'est pas de le garder. À la moindre occasion, ça se déverse sur les actions ou les obligations, pour parler de la finance classique. Et donc, les mauvais chiffres n'ont pas fait baisser le marché depuis un mois parce qu'ils sont intégrés dans les cours. Il y avait du cash de dispo. Ça ne va pas dans les obligations parce que tant qu'on n'a pas la certitude que les taux vont arrêter de monter, le marché obligataire est sous pression. Donc ça va sur les actions. Voilà. Par défaut presque, j'ai envie de dire. Pas par goût ou par conviction qu'il n'y aura pas de récession, mais par défaut. C'est ce qui explique que parfois, les mauvais chiffres ne font pas baisser le marché. Alors, je vous remontre ce graphique excellent de la dernière étude de la Bank of America, avec donc cette part du cash dans les portefeuilles des gérants en pourcentage de l'AUM, Asset Under Management, qui a dépassé son sommet de la crise sanitaire, qui a même dépassé celui de 2008. On approche des sommets avant l'explosion de la bulle Internet. C'est ça qui a expliqué en grande partie le fait que le marché action rebondisse malgré les mauvais chiffres. Alors, valorisation boursière, le point bas est fait si et seulement si la récession est évitée en 2023. Ça j'insiste sur ce sujet. C'est-à-dire que le bear market de 2022, c'est un bear market, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un bear market, un marché baissier. Le marché baissier de 2022 est un marché baissier de l'intégration dans le prix des actions de la hausse des taux d'intérêt. C'est le principe de la valeur actuelle des actions qui sont en fait l'actualisation des flux futurs. Là, je vous renvoie toutes et tous à vos cours de valorisation boursière. Ça, c'est intégré dans les cours. Bon, imaginons que la Fed monte ses taux vers 5,25. On n'en est déjà pas très loin. Et comme le marché est toujours dans l'anticipation, en grande partie, la hausse des taux est intégrée du point de vue de la valorisation dans les cours. Par contre, si cette hausse des taux d'intérêt, couplée à d'autres facteurs, devait provoquer une récession économique des États-Unis, de l'Allemagne, de la France en 2023, c'est-à-dire un taux de croissance négatif du PIB, avec une révision en baisse des bénéfices, non, le point bas n'est pas fait. Et là, dans ces cas-là, vous prenez le point bas de la mi-octobre et vous retranchez 20%, peut-être 30%, et ce sera la baisse, l'objectif de baisse de 2023. En fin de vidéo, on va regarder ce qui s'était passé en 2001, 2002, 2007, 2008, 2009. Donc voilà, tout ça me paraît important à souligner. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça, simplement d'un point de vue de la valorisation, d'un point de vue de cet exercice de comptabilité, d'analyse financière. Eh bien, le point bas qu'a fait le marché mi-octobre au moment du short squeeze intègre la hausse des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, si vous regardez entre le sommet de janvier 2022 et le point bas de mi-octobre 2022, que ce soit selon le price earning ratio de Shiller, le price to book, le rapport entre le prix de l'action et ce qu'elle détient vraiment, l'actif moins le passif, oui, on a quand même vachement dégonflé la bulle. Qu'est-ce que c'est pas très beau, vachement, mais on a intégré la hausse des taux. Tous les renversements haussiers, par exemple la crise sanitaire, la crise financière ou la bulle spéculative .com, étaient des ratios de valo beaucoup plus bas car il y avait une récession économique. Donc, si en 2023 il y a une récession économique, le point bas n'est pas fait. Voilà. Le top de marché du dollar américain signalera la fin du bear market. Alors, j'insiste sur ce sujet. Le dollar américain est topiche. Le dollar américain est suracheté. Oui, j'ai traité ce sujet dans plusieurs Fast and Forex.
mais il n'a pas validé de configuration de renversement baissier. Ça prendra du temps, il faut que des divergences apparaissent, mais s'il est vrai que certaines données montrent que certains anticipent qu'il ait fait son point haut. Je suis notamment allé voir du côté des données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, la CFTC étant le régulateur des contrats futurs aux États-Unis, notamment sur les contrats futurs et les contrats d'option euro-dollar. La position nette est redevenue nette acheteuse. Oui, vous avez bien entendu, accrochez-vous. Elle vient de repasser nette acheteuse. Ce sont les toutes dernières données de vendredi dernier que je suis allé vous chercher. Je vous les montre. Alors, est-ce ils achètent l'euro ou ils commencent à réduire leur exposition longue au dollar américain? Le dollar américain, pour moi, c'est le proxy ultime. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez sous les yeux la performance des indices de devises en 2022. Le DXY, c'est le code mnémonique du dollar américain, il est leader. Là, vous avez toutes les autres monnaies. Alors, CXY, le dollar canadien, SXY, le franc suisse, l'euro-dollar est là, mais l'euro en tant qu'indice de devise, EXY, etc. Bon, je ne vous apprends rien. Le dollar représente à travers sa hausse la divergence des politiques monétaires, la valeur refuge, etc., etc. Le jour où lui valide une configuration de renversement baissier, c'est fini le bear market. Alors, on n'en est pas là, mais voilà ce que je relève. Je relève. Vous avez ici les datas brutes. Pour la première fois depuis très longtemps, selon le tout dernier rapport Commitment of Traders qui date de vendredi dernier, la position nette des traders institutionnels avec effet de levier leverage sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar vient de repasser positive. Voici, j'ai implémenté les datas via un indicateur que quelqu'un a créé sur TradingView. Regardez ça un peu. Et à chaque fois, ça annonçait un peu en avance un fort rebond de l'euro-dollar. Est-ce que ce sera vrai cette fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le dollar américain, je peux vous le remontrer ici en bougie japonaise hebdomadaire. Oui, il est au piche. Il n'a pas encore rompu, mais regardez, je surveille ses supports de momentum. S'il devait rompre ses supports de momentum, oui, le point bas annuel du dollar américain, alors serait fait. Et dans ces cas-là, oui, le point bas du marché action 2022 serait fait. Donc ça, c'est à suivre, et j'en ferai le suivi, comme d'habitude, chaque mercredi, dans le Fast and Forex. Alors, l'inflation reste tout en haut. Moi, je parle d'un lag d'inflation, le lag d'inflation sur les niveaux. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus de niveau plus haut, elle se maintient. Alors, au passage, attention, en plus des mid-terms, le temps fort fondamental de la semaine, c'est la publication de l'inflation aux États-Unis au mois de novembre. Je vous montre tout de suite les datas. Il faut surveiller l'inflation sous-jacente. Elle est là, l'inflation sous-jacente. Elle avait accéléré le mois dernier. Elle est publiée donc le 10. Ça se joue là. Si l'inflation sous-jacente, publiée jeudi 10 à 14h30, devait accélérer, attention aux effets dévastateurs sur les actions, qui pourraient revenir retester leur plus bas. Le S&P 500 pourrait revenir tout en bas, en cas d'accélération et de nouveaux records de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. C'est donc primordial à surveiller, peut-être même davantage que les élections de mi-mandat, car, regardez, il y a une incertitude incroyable. Vous avez sous les yeux les probabilités d'action de la Réserve fédérale, selon le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Le taux d'intérêt est repassé à 4% la semaine dernière. Pour la dernière réunion de l'année le 14 décembre, entre passer de 4 à 4,5 ou de 4 à 4,75, il y a quasiment équiprobabilité. Le marché ne sait pas. Le marché ne sait pas si la Fed va passer à 4,5 en décembre ou à 4,75. Ça va jouer là-dessus. Et ça va dépendre des données, parce que la Fed est redevenue data dependent. C'était la grande nouveauté de la conférence de presse de Jérôme Powell la semaine dernière. D'où l'importance de ces chiffres de l'inflation cette semaine. Pour moi, qui sont même probablement plus importants que ces élections de mi-mandat. Alors, qui vont avoir un impact sur la capacité budgétaire de l'administration Biden. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est de la politique. What if. Vous connaissez, il y a beaucoup, moi j'ai lu beaucoup de bouquins comme ça. C'est très à la mode dans les pays anglo-saxons, le what if. Et si la France n'avait pas perdu la guerre en mai 40?
Et si Napoléon avait gagné Waterloo? What if? Les anglo-saxons adorent faire ça, pour créer des scénarios alternatifs, ou se projeter. Bon. Eh bien, et si une récession majeure avait lieu en 2023? Que se passerait-il sur le marché action? Mais c'est pas compliqué. Rien que ce siècle-là, il y a des exemples. On va regarder ce qui s'est passé en 2001-2002 et en 2007-2008. Je suis allé donc vous représenter ça pour cet exercice du what if. Et si l'année 2023 était une année de récession? Eh bien, nous avons fait que la moitié du parcours baissier. Actuellement, si je reviens sur le S&P 500, depuis les plus hauts annuels et sur les points bas d'octobre, il a perdu 25%. Reprenons le schéma de marché de 2001-2002 et 2007-2008. Voilà. Nous serions ici. Si jamais il y a une récession en 2023, et si on reprend le modèle de 2001-2002 ou de 2007-2008, nous serions là. Et il manquerait une dernière purge. Et notez à l'époque, nous, on a fait la figure de renversement baissier. On a commencé à baisser. Le temps qu'il avait fallu pour repartir à la hausse, plusieurs mois de pattern, j'enlève la petite caméra, plusieurs mois de pattern de renversement haussier pour repartir. Donc en gros, si jamais il n'y a pas de récession en 2023, on est là, mais il n'y aura pas ça, car on a assez baissé. Si il y a une récession majeure en 2023, nous sommes au niveau des flèches. Et le marché perdra 20 à 30% de plus que les points bas du mois d'octobre. Donc, c'est le facteur d'ajustement. Récession ou pas. Et alors, récession pour vous ou pas? Et ça, c'est un autre sujet que nous traiterons plus tard. Merci à toutes et à tous, et bon courage pour cette semaine. Merci.